Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie de vous être inscrits si nombreux et je remercie les intervenants de pouvoir participer à ce webinaire autour du gallium 68. Alors, par ordre d'apparition, Charles Merlin, le docteur Charles Merlin, du centre Jean Perrin de Clermont-Ferrand, qui nous parlera de l'évolution du gallium 68 et donc d'un produit de recherche à une utilisation quotidienne. Nous continuerons avec Marion Tempier, bonjour, responsable de la radiopharmacie au centre Jean Perrin de Clermont-Ferrand, qui reviendra sur toute la partie technique, synthèse, matériel, DME, fiabilité, et un focus tout particulier sur la partie économique, car que ce soit pour un établissement public ou privé, les directions financières sont très sensibles, je dirais, à la partie médico-économique. Nous terminerons ce webinaire par l'intervention du professeur Ken Hermann de la clinique Essen en Allemagne, qui reviendra sur le gallium 68, l'après-PSMA et quel est le futur du gallium 68. Thank you very much, Professor Hermann, for accepting our invitation and that you can show your vision around about gallium 68. We all know the great work around gallium 68, around metallic chemistry. Thank you very much. And to finish, I want to thank also Eckart and Ziegler for the help in the organization of the webinar, and in particularly Michael Schmidt, the Sales and Marketing Director of Eckart and Ziegler. Donc, une petite précision, donc la présentation du professeur Hermann sera en anglais et les questions-réponses seront aussi en anglais. Donc, maintenant, je laisse la parole à Charles Merlin, donc d'un produit de recherche à une utilisation quotidienne. Merci. Bonjour à tous, merci Emmanuel. Je suis ravi de pouvoir participer à cette présentation avec Marion et le professeur Hermann. Alors, le but de ce topo est bien un objectif d'information globale, mais pas un objectif scientifique, et c'est vous rapporter notre utilisation au quotidien du générateur de gallium. Très rapidement, l'histoire du gallium 68 et de la médecine nucléaire est une histoire ancienne qui a débuté dans les années 70 avec des explorations en hématologie, des explorations en cardiologie, puis des explorations en cancérologie pour arriver dans les années 2000 aux examens portant sur l'exploration des tumeurs neuroendocrines. L'utilisation du traceur et du gallium 68 dans les tumeurs neuroendocrines s'est associée à une réflexion sur à quel moment pourrons-nous utiliser ces traceurs marqués au gallium 68 en routine clinique. Cette publication de 2007 soulignait les avantages du générateur de gallium, notamment la demi-vie longue du germanium qui permettait de disposer de traceurs pendant 1 an, la demi-vie du gallium 68 qui était adaptée aux traceurs et aux objectifs de ces examens avec une diffusion rapide, une identification de la cible et une clairance sanguine rapide dans les suites. Et puis, parmi ces avantages, le fait que les radiotraceurs galliers pouvaient ainsi toujours être disponibles à prix correct, même dans les centres sans cyclotron. Cette disponibilité pouvait aboutir dans les suites par une stimulation du développement de nouveaux traceurs au-delà des TN. En contrepartie, beaucoup de questions dans cette publication de 2007 sur l'évolution de la réglementation et sur la nécessité probablement de passer par des préparations magistrales, ce que plusieurs pays européens ont fait dans les suites. En France, le premier centre équipé est l'hôpital Tenon en 2008, avec des explorations pour les tumeurs neuroendocrines dans le cadre de protocoles, puis dans le cadre d'ATU. Des explorations portant sur le PSMA 11 en avril 2016, à partir d'avril 2016, dans le cadre de l'ATU. Des examens avec de l'hexandine 4 dans le protocole de l'université de Radboud, puis sous forme d'ATU. Et enfin, des explorations avec du RGD. L'hôpital de Bordeaux, le CHU de Bordeaux, a été équipé en 2011 de son premier générateur et les premiers examens ont été réalisés chez l'homme en 2014 dans le cadre d'un protocole sur les tumeurs neuroendocrines. Des explorations dans les suites dans la pathologie prostatique, que ce soit avec un protocole de comparaison du PSMA 617 en imagerie avec la bombésine type néobombe ou dans le cadre d'un protocole portant sur la bombésine RM2.
Le CHU de Marseille a été équipé en 2013 et les premiers patients ont été réalisés, je crois, en 2014 dans le cadre de l'exploration des TNE. Je me suis permis de rajouter le CHU de Nantes. Je sais qu'il a été équipé parmi les premiers centres. Je n'avais pas la date précise de cet équipement. En ce qui nous concerne, nous avons été équipés dans les années suivantes, en 2016, et nous avons dû passer par une phase de discussion avec notre direction afin de les convaincre de la pertinence de cet équipement au-delà des performances médicales. Et je voulais rendre hommage à cette thèse qui nous a donné un point d'appui pour convaincre notre direction et qui, à l'époque, en 2015, faisait une étude comparative de l'utilisation du gallium-68 pour le marquage du DOTATOC en comparaison avec le pentrétréotide marqué à l'indium-111. Et on arrivait à montrer qu'à partir d'un certain nombre d'examens, on tendait vers un équilibre financier en comparaison avec le pentétréotide, et puis que si le nombre d'examens augmentait, on amortissait complètement l'équipement gallium-68. Tout ça a permis à notre centre et à d'autres centres de s'équiper, et le nombre de centres équipés n'a cessé de grandir au fil des années. Une petite baisse en 2017-2018 qui est liée à la pénurie de germanium, puis on a pu atteindre ainsi en 2021 un nombre de 40 centres équipés sur l'ensemble du territoire français, quel que soit le producteur de générateurs. Tout ça nous a permis d'avoir un maillage territorial qui aujourd'hui est cohérent avec l'absence de zones blanches sur le territoire français. Si l'on étudie la répartition des services équipés, 59% de ces services sont des CHU, 34% sont des services de CLCC, 5% des services de centres hospitaliers et 2%, soit donc un service en pratique, un service privé. Alors, quel type d'examens sont réalisés avec ces générateurs et avec le gallium-68 ? L'examen le plus réalisé au niveau national, c'est l'examen qui porte sur les tumeurs neuroendocrines avec le SOMAKIT. Ce produit a obtenu l'AMM en juillet 2017 et a pour objectif principal d'étudier les tumeurs neuroendocrines gastro-entéropancréatiques bien différenciées, que ce soit dans le diagnostic, dans le bilan d'extension, notamment avant chirurgie, ou bien entendu avant le traitement par l'Utathera, donc dans le cadre de la theranostique. Le deuxième médicament le plus utilisé est le PSMA11 marqué au gallium-68. Il est utilisé en France sous ATU nominative pour la récidive biologique des cancers de prostate en cas de choline négative ou de fuchiclovine négative, et ce depuis donc avril 2016. L'indication principale et l'indication reconnue en France est la récidive biochimique, et c'est dans cette indication que la littérature est la plus riche et qu'on a pu montrer l'efficacité du médicament. Je reprends cette étude de Fendler de 2019, le professeur Herman est co-auteur, et qui montre la supériorité du PSMA, et notamment pour des PSA inférieurs à 0,5, où l'on obtient un taux de détectabilité de lésions dans cette situation qui est de quasiment 40%, avec la possibilité d'identifier dans cette situation, dans la majeure partie des cas positifs, des lésions à distance du lit prostatique qui vont modifier la décision thérapeutique. On peut aussi voir sur les images en coupe transverse que l'examen a des performances telles qu'il permet d'identifier des lésions millimétriques qui n'auraient pas été détectées par les autres techniques d'imagerie. La deuxième indication très attendue, c'est bien entendu depuis la présentation des résultats de l'étude Vision, c'est le bilan theranostique pré-RIV, où l'examen servira à juger de la pertinence du traitement ou pas dans les suites. L'étude qui a fait le buzz en 2020, c'est l'étude ProPSMA qui a montré l'intérêt de la TEP PSMA pour le bilan d'extension initiale des cancers à haut risque de la prostate en comparaison au bilan standard scintigraphie osseuse et scanner. Et l'on attend aussi des évolutions pour avoir l'opportunité d'utiliser le PSMA 11 dans cette indication. D'autres traceurs pour lesquels je n'ai pas d'expérience personnelle, l'Exandine 4 qui permet le repérage des insulinones, notamment en cas de DOTATOC négatif. Il y aura probablement un nombre limité de centres qui poseront leur DME à la NSM. Ce dépôt de DME se fera en deux phases, avec une première phase de 6 centres, permettant ainsi un maillage territorial qui sera cohérent. L'intérêt du gallium-68, il est évident dans cette situation, c'est qu'il permet aux traceurs d'exister, même s'il y a en France moins de 100 examens par an. Des explorations avec le RGD, qui est utilisé donc en cancérologie, notamment pour les pathologies ORL ou les cancers du poumon, qui sera donc une imagerie de la néoangiogénèse en ciblant les intégrines. Alors, quel est l'impact au quotidien de ces générateurs sur le fonctionnement de nos services ?
Tout d'abord, ces examens, ils sont un peu plus longs que les autres, même si on tend à réduire les temps d'acquisition, ce qui va perturber un peu les plannings au milieu des vacations de TEP FDG. Et puis cet équilibre durée d'acquisition activité injectée, il peut évoluer avec l'âge du générateur. On a envie fréquemment de rajouter des acquisitions complémentaires précoces et tardives qui vont elles aussi complexifier la programmation de nos vacations. Et on a tendance à adapter nos acquisitions de plus en plus en les centrant sur la question clinique qui est posée pour le patient et la charge tumorale, le potentiel du patient, plutôt que d'avoir un protocole unique. Tout ça complexifie la programmation, d'autant plus que concernant notre centre, on a intégré un autre paramètre, la provenance géographique des patients. L'objectif est de s'assurer que le patient qui fait 4 heures de route pour avoir son examen, il soit sûr d'avoir son examen dans la journée et que si on le programmait le soir à 16 heures, s'il y avait un problème d'élution, on n'était pas capable de lui assurer la réalisation de son examen. Donc ces patients-là sont programmés systématiquement le matin dans notre centre. Ce problème va bien sûr disparaître avec le temps, avec le meilleur maillage territorial qui permettra d'avoir systématiquement à proximité un centre pour réaliser les acquisitions, notamment PSMA. On a aussi dû intégrer l'augmentation de l'activité colline qui a été générée par les conditions d'obtention de l'ATU au niveau national, cette ATU nécessitant une TEP colline négative. Tout ça demande une bonne coopération entre le radiopharmacien, le médecin et le cadre. Être équipé d'un générateur de gallium nous a permis aussi d'avoir un impact assez important en termes de rayonnement, notamment au niveau régional. Et ça a repositionné la médecine nucléaire au premier plan. Pour les tumeurs non endocrines, c'est évident, avec un examen vraiment majeur pour le diagnostic, et puis un rôle avant traitement par l'Utathera, qui est aujourd'hui un des traitements de référence des tumeurs neuroendocrines. Tout ça s'est traduit par une augmentation franche des examens par rapport à l'indium 111 pentétréotide, et notre nombre d'examens a plus que triplé depuis 2015. Pour le cancer de la prostate, on s'entend au même phénomène, mais avec un nombre beaucoup plus important de patients. On a des discussions très différentes en fonction de notre correspondant. Avec les urologues et les radiothérapeutes, on s'adresse à des patients pour lesquels la charge tumorale attendue sera beaucoup plus faible. Il s'agira de première récidive ou de seconde récidive, et on a un rôle très diagnostique. Avec les oncologues, on s'adresse à des patients qui ont une maladie bien sûr plus évoluée, notamment pour faire des bilans diagnostiques en cas de résistance à la castration ou des bilans dans le cadre de la theranostique, très bientôt en routine, on l'espère. Tout ça nous a permis de devenir au staff progressivement au cours des dernières années un acteur important en onco-urologie. Enfin, cela a débouché aussi sur une dynamique plus forte en ce qui concerne la recherche sur ces deux domaines-là. Et la question qui revient souvent dans les questionnaires de sélection pour des protocoles, une des premières questions, c'est souvent « Êtes-vous équipé d'un générateur de gallium-68 » Et les oncologues sont très ravis de pouvoir répondre oui à cette question. Ce qui fait que les directions hospitalières sont souvent favorables à ces investissements parce qu'ils vont se retrouver en termes de prise en charge pour le patient et en termes de rayonnement par la suite pour leur centre. En routine, notre nombre d'examens, après une première année, on a été équipé en cours d'année avec un nombre d'examens plus faible, mais notre nombre d'examens n'a fait que cesser de grandir. On s'attend progressivement à atteindre un plateau pour ce qui concerne les explorations des tumeurs neuroendocrines et à voir dans les années à venir une explosion du nombre de PSMA 11 avec un croisement des deux courbes et une forte augmentation de cette activité de PSMA. Alors cette activité au quotidien, elle s'accompagne d'interrogations et de réflexions pour savoir que va devenir cette activité de gallium dans les années à venir. Une question qui revient souvent, c'est est-ce que l'arrivée des traceurs fluorés va signer la fin du gallium-68 PSMA? Dans nos réflexions, on intègre le fait que les cyclotrons sont déjà très occupés et que chaque nouveau traceur fluoré qui va arriver sur le marché aura un coût significatif car il se fera aux dépens du FDG, qui est une activité plus facilement économique à rendre rentable. Ou alors, cette production, elle se fera après les runs de FDG, ce qui fait que pour un centre qui est un peu à distance d'un cyclotron comme nous, on sera livré beaucoup plus tard dans la journée, ce qui ne rendra pas facile l'organisation de l'activité. En parallèle, même si les industriels s'adaptent à cette augmentation potentielle d'examen avec de la production de PSMA fluoré, l'augmentation du nombre de caméras attendues va être importante. Tout ceci va se traduire en premier lieu par une augmentation de la consommation de FDG et par conséquent par une augmentation de la production de FDG. On est donc très impatient pour l'arrivée éventuelle d'un kit froid de PSMA qui nous permettrait d'avoir un peu d'autonomie sur cette activité et de pouvoir adapter notre activité au quotidien sans être dépendant d'une production et d'un horaire de livraison.
En parallèle, on est aussi très enthousiaste sur l'arrivée des PSMA fluorés. L'un des PSMA fluorés a obtenu la TU de cohorte, l'autre attend son autorisation de la FDA prochainement. On est impatient d'avoir ces différentes solutions, ces différents outils à notre disposition. On espère qu'on va pouvoir les faire coexister, les traceurs galliers et les traceurs fluorés, et choisir les traceurs en fonction de la localisation du centre, choisir les traceurs en fonction de la question clinique qui est posée, en fonction de la période de l'année et de l'âge de notre générateur. Et on espère que la réglementation nous permettra de jouer comme ça sur l'utilisation de ces différents traceurs. On pense aussi que la theranostique va donner une forte impulsion à l'utilisation de notre générateur de gallium-68. On attend dans les années à venir une expansion majeure de la rive et la présentation des résultats de l'étude Vision va probablement aller dans ce sens en ce qui concerne l'utilisation du PSMA thérapeutique. La majorité des molécules de rive qui sont en développement actuellement sont marquées au lutetium-177, avec pour la plupart un objectif fréquemment dans les suites de marquage à l'actinium-225 dans les suites. Or, lorsqu'on travaille avec la lignée lutetium-actinium-225, l'utilisation du gallium-68 pour l'imagerie pré-thérapeutique a un sens logique, technique, chimique avec l'utilisation des radiométaux. Donc, on pense que le gallium-68 va avoir un rôle important à jouer dans ce domaine-là. Le couple cuivre 64 et cuivre 67 est très attendu. Il existe un traceur marqué au cuivre 64 pour les tumeurs neuroendocrines qui a obtenu l'autorisation de la FDA aux États-Unis. Ce n'est pas une actualité brûlante en France. Et le cuivre 67 n'est pas non plus un traceur facile à se procurer en France aujourd'hui pour de la thérapeutique. Et puis la theranostique, ça ne concernera pas que la radiothérapie interne vectorisée. Il y a des projets de recherche avec des CAR-T-cells et du PSMA et des anticorps bispécifiques où là aussi on aura besoin d'un examen avant traitement pour décider de la pertinence ou pas du traitement dans les suites. Est-ce que tout cet élan ne va pas être ralenti par un risque de nouvelles pénuries? Lorsque l'on regarde la littérature et les annonces des différents industriels, on voit que plusieurs industriels se positionnent sur ce marché du gallium-68, notamment aux États-Unis, et se préparent à pouvoir répondre à l'augmentation de la demande en gallium-68, soit en augmentant la production de générateurs, soit pour certains industriels en proposant une fabrication de gallium-68 par l'intermédiaire de cyclotrons. On pense donc que dans les années à venir, normalement, les industriels seront capables de répondre à la demande. L'arrivée de nouveaux industriels permettra probablement de stabiliser la fluctuation du prix des générateurs qu'on a pu connaître avec une augmentation puis actuellement plutôt une baisse. Et on espère, si ce n'est attendre une baisse, on espère au moins que ces prix resteront stables. Et puis de notre côté, en tant qu'équipe médicale, on a un rôle à jouer avec l'optimisation de l'utilisation du générateur, les techniques d'organisation du service qui permettent d'utiliser au maximum chaque mégabecquerel qui peut être produit par le générateur, l'utilisation des caméras numériques qui permet de diminuer l'activité injectée, tout comme les algorithmes de débruitage et l'intelligence artificielle qui permet d'optimiser la dose injectée à chaque patient. Enfin, chaque traceur gallier n'aura pas systématiquement de pendant fluoré, très probablement, ce qui fait il coexistera probablement plusieurs traceurs galliers en même temps, ce qui permettra d'amortir le prix du générateur de gallium en ayant plusieurs types d'examens qui peuvent être réalisés sur la même période avec ce générateur de gallium. Au final, pour nous, le générateur de gallium et le gallium-68 est un acteur important des prochaines années. La theranostique va probablement donner une impulsion à son utilisation. C'est un outil aussi intéressant pour accéder rapidement à de nouvelles molécules. Je pense par exemple au Pintixafor ou au FAPI. C'est un outil qui nous paraît aussi intéressant pour permettre une certaine égalité d'accès aux examens sur le territoire. Nous allons avoir un devoir d'optimisation technique et organisationnelle pour pouvoir répondre à l'augmentation de la demande. Et tout ça va demander une bonne coordination entre les radiopharmaciens, l'encadrement, l'équipe soignante et les médecins. Et j'en profite pour remercier nos radiopharmaciens, bien entendu, et tout le reste de mon équipe pour sa coopération. Voilà, je vous remercie. Merci Charles. On va passer aux questions. Moi, j'avais tout de suite une question, notamment tu as montré les courbes d'augmentation des patients, et notamment sur les tumeurs neuroendocrines. Donc, on dit que c'est un petit potentiel de patients. Et ce que je constate dans chaque service qui sont équipés en gallium-68, c'est cette évolution tous les ans, avec toujours des surprises. Et donc, c'est vrai que la comparaison au départ, c'est
par rapport à une molécule utilisée plutôt en SPECT. Qu'est-ce qui explique que tous les ans, on continue à avoir une évolution sur la prise en charge des tumeurs neuroendocrines? Bien, l'examen, alors le nombre d'examens, on est passé de 80 à quasiment 240 examens. Notre utilisation locale de l'Octreoscan et du pentétréotide était un peu bridée par l'utilisation des caméras, ce qui s'est beaucoup limité là finalement, avec la facilité de protocole d'acquisition qui demande aux patients de venir qu'une fois, qui libère du temps caméra, l'augmentation de l'activité de l'Utathera, le rôle différents joués par les médecins nucléaires au sein du staff qui, avec le Lutathera, ont joué un rôle beaucoup plus important. Et du coup, on a plus facilement recours à un examen quand on a un interlocuteur directement au staff. Je crois que les performances du SOMAKIT, finalement, sont reconnues aujourd'hui. Et si certains pouvaient douter des performances du pentétréotide, même si elles sont très bonnes, ils ont été convaincus par l'évolution de notre utilisation avec le SOMAKIT. Et tous ces éléments-là, plus les données de la littérature qui s'accumulent, ont fait que l'examen a été de plus en plus demandé. Et on est passé donc de 80 examens à 240. C'est une augmentation. Voilà. Après, le bassin de population de notre région fera peut-être qu'on va atteindre un plateau pour cette activité. Ce qui ne sera probablement pas le cas avec le PSMA pour les années à venir. On va avoir une forte augmentation. Et à Clermont, vous travaillez aussi beaucoup sur la partie acquisition des images autour du gallium-68. Alors, on peut nous reprocher d'avoir des images un peu longues. On a une volonté d'avoir des images optimisées sur leur qualité, notamment finalement avec le PSMA, où en fonction de la question clinique, on peut faire évoluer notre protocole, notamment chez les patients avec un PSMA bas, où la question va être de rechercher souvent des lésions de petite taille, et on veut optimiser la qualité de ces images pour ces patients-là, et donc on module notre protocole en fonction de la question clinique qui sera posée aux patients. Et on va essayer d'utiliser dans les années à venir tous les outils pour optimiser cette modulation. Au même titre qu'en cardiologie, on peut optimiser son protocole en fonction de la question qui est posée en scintigraphie myocardique. Eh bien, on veut vraiment faire évoluer nos protocoles sur ça et pas avoir un seul protocole pour tous les patients. Ok. Et alors, on a des questions sur la partie économique et notamment sur le remboursement des ATU au gallium-68, notamment les forfaits techniques, les honoraires médecins. Comment vous avez abordé la partie économique Alors, par rapport aux investissements? on en a parlé un peu en webinaire, on l'évoquera. Marion, je crois, a des documents très détaillés sur ça, mais on a fait une première base de travail, on l'a fait évoluer avec l'augmentation de l'activité. L'augmentation de l'activité était plus forte que ce qu'on attendait. On a essayé d'intégrer le plus de paramètres possibles pour que ce soit pertinent. Et pour l'instant, le retour auprès de notre direction est que nos calculs sont à peu près en cohérence avec notre activité clinique. Je laisserai Marion détailler tout ça, elle a les documents et les chiffres précis. Je pense que c'est une bonne transition pour Marion. Merci Emmanuel. Et merci Charles. Et donc, Marion va justement revenir, je pense, de manière assez importante sur la partie économique. Un petit peu, oui. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Alors moi aussi, je suis ravie de pouvoir intervenir aujourd'hui pour vous parler un petit peu de l'activité Gallium en radiopharmacie. Alors c'est un vaste sujet, donc je vais essayer d'être assez concise et précise. Le but de la présentation, c'était dans un premier temps et assez rapidement pouvoir en faire un petit rappel des contraintes en locaux et équipements liées à la mise en place de l'activité Gallium. Parler un petit peu du contexte de rédaction des DME1 dans le cadre de certaines synthèses de MRP Gallier, et puis évidemment et surtout pouvoir partager avec vous notre retour d'expérience quant à notre organisation qui a été mise en place au sein de l'unité de radiopharmacie en collaboration avec le service de médecine nucléaire et qui nous a permis au fil des années de pouvoir optimiser notre activité. Évidemment, les besoins locaux et équipements, ils vont dépendre de l'activité que l'on souhaite développer au sein de l'unité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a deux catégories. Soit on va partir sur des synthèses en kit froid qui ont une AMM ou dans le cas d'essais cliniques. Là, considérant le statut actuel des BPP, on va se retrouver dans le cadre de préparation aseptique en système clos. Du coup, avec des enceintes et des équipements qui sont déjà présents normalement dans un service de radiopharmacie, donc avec des coûts d'investissement qui vont être plutôt limités.
Si l'on souhaite faire de la synthèse automatisée in situ de MRP expérimentaux dans le cadre des fameuses ATU ou dans le cadre d'essais cliniques, là, on va intégrer une étape de filtration stérilisante en classe A qui va nécessiter l'acquisition d'une enceinte ventilante de pression de classe A. Dans un environnement immédiat de classe C, il va nous falloir effectivement aussi s'équiper d'un module de radiosynthèse et d'équipements de contrôle de qualité qui sont beaucoup plus lourds pour pouvoir répondre aux spécifications que l'on va aborder tout à l'heure. Les enceintes. Alors, au départ, on a des enceintes plutôt classiques qui sont des enceintes dites de radiosynthèse haute énergie, souvent de classe B. Ces enceintes-là, elles vont permettre d'accueillir le module de radiosynthèse, le générateur, mais par contre, sur ces enceintes, on ne pourra pas faire de filtration stérilisante et de mise en seringue. Donc, il faudra toujours les coupler avec des enceintes haute énergie de classe A qui vont nous permettre de préparer et dispenser nos seringues. Aujourd'hui, avec l'évolution effectivement de l'activité, on a des enceintes tout en un qui sont vraiment dédiées à l'activité gallium, dans lesquelles on va à la fois pouvoir intégrer nos modules de radiosynthèse, nos générateurs et faire de la mise en seringue dans une classe A. Ces enceintes, elles sont de taille de plus en plus réduite. Elles permettent de répondre vraiment aux contraintes de place qu'on peut avoir dans les services de radiopharmacie, avec des coûts d'investissement qui vont être aussi plus limités. C'est un peu la même chose pour les automates de radiosynthèse, puisqu'on a eu une évolution au cours des dernières années. Au départ, on avait des automates qui étaient plutôt utilisés en R&D avec des consommables réutilisables. Aujourd'hui, on a des modules de radiosynthèse à cassette et aussi, surtout, des modules de taille plus réduite qui vont être vraiment dédiés au marquage des peptides avec des métaux radioactifs, donc typiquement gallium mais aussi lutécium. Ces automates-là, ils ont aussi l'avantage de présenter des tailles plus réduites, là encore. Ils vont s'intégrer parfaitement dans les enceintes et à des coûts d'investissement aussi assez limités. Les équipements de contrôle de qualité. Donc, on va avoir plusieurs types d'équipements. Les équipements qui vont nous permettre de faire de la détermination de pureté radiochimique. Le lecteur de plaques, donc là, c'est des équipements qu'on a dans les services de radiopharmacie pour faire les contrôles de qualité plus classiques. Il faudra juste bien penser à avoir une sonde de détection adaptée au bêta+. Et si on se lance effectivement dans la synthèse d'MRP expérimentaux, il faudra pouvoir s'équiper d'une HPLC. Pour l'identification du radionucléide et la détermination de la pureté radionucléidique, il faudra à minima être équipé d'un spectromètre gamma et d'un compteur PUI. Ça aussi, c'est des équipements en fait qu'on a régulièrement quand même dans nos services de radiopharmacie. Les spectromètres gamma souvent pour gérer le contrôle de nos effluents et puis les compteurs PUI pour tout ce qui va être marquage cellulaire. Et enfin, là aussi, si on se lance dans la synthèse d'MRP expérimentaux, on va devoir faire du dosage des endotoxines bactériennes et donc il va falloir être équipé d'un petit lecteur d'endotoxines. Une fois qu'on est correctement équipé, on va pouvoir se lancer dans la synthèse de MRP gallium expérimentaux. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, dans le cadre des essais cliniques et du contexte particulier des ATU nominatifs, que l'on va être amené à rédiger les parties 1 du dossier de médicament expérimental. Donc ça correspond à toutes les données relatives à la qualité pharmaceutique, chimique et biologique de notre MRP. Évidemment, ce DME1, il va falloir qu'il soit conforme ou du moins qu'il se calque au plus près du DME complet du promoteur de l'essai clinique ou du fournisseur du peptide dans le cadre des ATU, qui, lui, a été validé en amont par la NSM. Dans un premier temps, on va mettre au point la synthèse. Avant de mettre au point la synthèse, il va falloir pouvoir garantir la qualité en fait de nos matières premières qui vont être utilisées. Donc évidemment, avoir un générateur de gallium qui dispose d'une AMM et maîtriser toutes les caractéristiques de nos matières premières et excipients. Disposer d'un certificat d'analyse détaillé pour chaque matière première, s'assurer de la fabrication de GMP et de la conformité aux spécifications qui sont établies dans les monographies de la pharmacopée européenne. Une fois qu'on garantit tout ça, on va pouvoir mettre au point la synthèse. Là encore, l'automatisation, elle doit se faire dans le respect des paramètres de synthèse qui sont décrits dans le DME du promoteur ou du fournisseur. Ces paramètres de synthèse, en fait, on a deux paramètres à maîtriser globalement en synthèse gallium, c'est le pH et la température. Donc nous, en pratique clinique, on va être amené éventuellement à adapter le volume de tampon en fonction du volume des LUA et donc du générateur utilisé dans le service. Il va falloir faire une évaluation des volumes morts en fonction de l'automate de synthèse et de la séquence utilisée pour essayer en fait d'optimiser nos rendements de synthèse. Et ce qui est aussi assez bien à pouvoir faire, c'est de réaliser une courbe de température du milieu réactionnel pendant le temps de chauffage pour s'assurer de la température au cours de la réaction et puis pouvoir changer la consigne de température le cas échéant. En parallèle à cette mise au point de synthèse, il va falloir aussi développer tous nos contrôles de qualité. Donc là,
on a tous les contrôles de qualité qui sont à réaliser dans le cadre décrit dans le DME du Gallium PSMA. Ces contrôles de qualité, ils répondent en général aux spécifications qui sont établies dans les monographies de la pharmacopée européenne ou qui sont établies par le fournisseur dans le DME. Évidemment, alors on n'a pas le temps de passer sur tous ces contrôles de qualité, mais ce qui nous prend le plus de temps, nous, en tant que radiopharmacien, ça va être évidemment de pouvoir valider notre méthode HPLC. Cette méthode HPLC, on la développe à partir de la littérature et des spécifications du fournisseur, mais il va quand même falloir avoir toute une partie d'adaptation à nos équipements, à notre HPLC, à notre colonne. Il faut qu'on ait une méthode qui soit résolutive, mais aussi suffisamment rapide pour permettre une utilisation en clinique et optimiser l'utilisation en clinique, puisqu'on est sur du gallium. Cette méthode HPLC, il va falloir la valider. Alors, les tests de validation comprennent à minima une identification du pic par comparaison du temps de rétention du pic radio du MRP avec le pic QV d'une référence froide non radioactive. Dans ce cas-là, les temps de rétention doivent être comparables et ce test-là, en fait, c'est ce qui nous permet de déterminer le temps de rétention de référence de notre MRP. On va aussi faire un test de linéarité. Donc, pour le test de linéarité, on va établir une gamme de concentration de la référence froide. On va passer cette gamme plusieurs fois. On va tracer la courbe qui correspond à l'intégration des pics UV en fonction de la concentration de la solution et on va obtenir une équation de la droite avec un R carré qui doit être supérieur ou égal à 0,99 pour avoir une méthode linéaire. Sachant que cette linéarité, on l'a fait évidemment sur notre MRP, mais il faut aussi la faire sur le gallium libre qui est notre impureté principale retrouvée en HPLC. D'autres tests vont pouvoir être faits dans le cadre de la validation, ça va être la détermination de la limite de détection ou la limite de quantification. Nous, on a une méthode de mesure successive de blanc. Je rentrerai là aussi pas dans les détails des méthodes de calcul. Et dernier test à pouvoir faire, ça va être un test de répétabilité par mesure successive d'un même échantillon de la gamme en essayant de se rapprocher de la concentration retrouvée dans le produit fini. Et on doit obtenir un coefficient de variation de toutes les mesures réalisées inférieur ou égal à 3%. Une fois qu'on a mis au point notre synthèse, qu'on l'a automatisé et qu'on a validé les méthodes de contrôle de qualité, on va pouvoir enfin passer à la validation de nos 3 lots de synthèse et sans oublier de réaliser une étude de stabilité sur chaque lot avec un minima un contrôle de l'apparence, une détermination de la PRC en HPLC et CCM, une mesure du pH et une mesure de l'activité volumique dans la solution finale. À ce moment-là, on rédige notre DME, on soumet le DME à la NSM pour expertise et on attend d'avoir l'autorisation. Les délais d'autorisation pour le gallium PSMA notamment ont quand même bien diminué au cours des dernières années. Nous, en 2017, voilà, ça nous avait pris 3 mois à peu près pour être autorisé à faire du gallium PSMA. Une fois qu'on est autorisé, ça va être le moment pour nous de nous organiser en routine pour optimiser l'activité. Donc justement, cette organisation au sein du service, comment elle s'exprime? On fonctionne toujours à minima avec un binôme PPH et radiopharmacien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous nos préparateurs sont formés à l'activité gallium. On a à minima une synthèse de gallium par jour, mais on a la possibilité de réaliser jusqu'à 3 synthèses par jour, puisque déjà au bout de 2 heures post-élution, on a un facteur d'accumulation de gallium dans le générateur qui est de 70%. Ça nous apporte vraiment une souplesse pour la programmation en urgence ou la reprogrammation des patients si besoin en cas d'échec de synthèse. C'est ce que disait Charles tout à l'heure dans sa présentation. Les patients en fait qui viennent de voir, on les programme le matin parce qu'on sait qu'au bout de 2 heures, on va pouvoir relancer une élution, une synthèse pour injecter ces patients. Donc, on est à peu près sûr qu'ils ne viendront pas pour rien. Un peu plus en amont en fait, de l'organisation, on a créé aussi un outil d'aide à la prise de rendez-vous pour les secrétaires médicales. Cet outil nous permet vraiment d'optimiser l'activité, puisqu'en fonction de la date et de l'heure de synthèse, on va pouvoir estimer une activité prévisionnelle du produit fini. Et à partir de cette activité prévisionnelle du produit fini, on va pouvoir moduler l'évacuation des patients en fonction de leur poids et en fonction des heures d'injection. On a même la possibilité en fait d'avoir des poids de patients compatibles lorsque l'activité est insuffisante. Donc pour les secrétaires médicales, ça va permettre en fait d'optimiser le nombre de patients pour chaque synthèse et ça tout au long de la vie du générateur.
Dernière chose, par rapport au fait qu'on réalise les synthèses dans le service, ça apporte une certaine souplesse et flexibilité puisqu'on a la possibilité d'adapter les synthèses au plus près de la prise en charge des patients. Donc, on peut retomber sur nos pattes si jamais on a un retard de prise en charge du patient, une panne caméra. On a toujours la possibilité de pouvoir quand même réaliser nos synthèses et injecter nos patients, ce qui n'est pas nécessairement le cas quand on a des MRP fluorés prêts à l'emploi, par exemple, avec des activités et des heures de calibration prédéfinies, où là, on va avoir tendance à plutôt perdre la dose. Par rapport à la fiabilité de nos synthèses, donc là, la fiabilité, elle a été évaluée sur les 2 traceurs qu'on utilise en routine clinique. Pour le gallium somaquite, on a un temps de synthèse plus contrôle de qualité qui est environ de 20-25 minutes. Ça, c'est les temps de synthèse bruts, c'est-à-dire que je n'intègre pas les temps de préparation pour nous. C'est vraiment le temps de synthèse. Le rendement de synthèse pour le somaquite correspond en réalité au rendement d'élution. Donc, on a moyenné à 69%. Et c'est une synthèse qui est très fiable. En fait, on a fait un recueil un petit peu sur nos 2 derniers générateurs. Par rapport aux problèmes qu'on avait eu de synthèse et les synthèses pour lesquelles on avait eu un rendement inférieur à 50%, on se rend compte qu'avec le somaquite, on a eu un seul souci l'année dernière qui était lié en fait à une coupure du réseau et donc une coupure de l'interface du logiciel avec le module de radiosynthèse. Cette coupure, elle avait eu lieu au début de synthèse, donc on avait pu passer en mode dégradé manuel, donc ça n'avait même pas entraîné la reprogrammation d'un patient. Cette année, pour le moment, pas de souci de synthèse, donc ce sont vraiment des synthèses qui sont très fiables. Pour ce qui est du gallium PSMA, on a un temps de synthèse plus contrôle de qualité qui est évidemment plus long, puisque là, on est sur du MRP expérimental et on a aussi une purification sur cartouche. De cette purification de cartouche, on a un rendement de synthèse évidemment qui est un peu moins important, qui est à 65%, puisqu'il combine à la fois le rendement de complexation et le rendement d'élution. Par rapport aux activités résiduelles dans les composants de la cassette, on va retrouver à peu près moyenné 2,4% de waste, donc correspondant à la part de gallium libre, et les activités accrochées au niveau de la cartouche et du filtre stérilisant vont être respectivement de 2% et de 0,6%. Là aussi, on a des synthèses qui sont très fiables. En tout cas, la fiabilité de la chimie du gallium PSMA et de la complexation, elle est très fiable. Les seuls soucis qu'on va pouvoir rencontrer vont être des soucis liés à l'automatisation ou au montage de la cassette. Donc, sur les 2 derniers générateurs, l'année dernière, on avait eu 4 soucis, dont 3 qui étaient liés à des problèmes d'automatisation, mais qui n'avaient pas nécessité la reprogrammation de patients. Et un qui était vraiment lié à un souci de complexation où on avait eu un rendement catastrophique à 10%. Et là, dans ce cadre-là, on avait pu reprogrammer notre patient 2 heures après la synthèse. Donc, c'est juste un petit retard de prise en charge. Cette année, alors, on a eu pas mal de soucis avec le montage de nos cassettes et des fuites de manifold. Ces soucis-là, ils ont quand même imposé la reprogrammation de 6 patients. 3 reprogrammations dans la journée, 2 reprogrammations à 7 jours et une seule reprogrammation à 14 jours. Donc, on est quand même confortable sur la prise en charge et sur la rapidité de prise en charge de nos patients. Et pour terminer, donc les 2 dernières diapos qui vont être plus sur l'aspect économique et l'analyse des coûts, ça c'est des diapos qu'on présente un petit peu en plus chaque année à nos directions pour voir l'évolution en fait de la rentabilité aussi de l'activité. Plusieurs paramètres ont été intégrés à cette analyse. On a d'abord évalué un coût brut de MRP par patient qui va intégrer le coût unitaire du somaquite, le coût des consommables utilisés pour la synthèse et le coût de revient du gallium par patient. Là, on voit bien qu'entre nos 2 derniers générateurs, le fait d'avoir augmenté le nombre de patients global pris en charge et aussi, grâce à l'outil d'aide à la prise de rendez-vous, augmenter le nombre de patients moyennés par synthèse, on a diminué de manière significative le coût de revient du MRP par patient, puisqu'aujourd'hui, alors c'est sur une activité évidemment à l'équilibre, vous n'aurez pas ça dès la première année d'investissement dans le générateur, mais à l'équilibre, on a un coût total du MRP par patient qui est évalué à peu près à 580 €. À ce coût de MRP, on va y associer les coûts de maintenance de nos enceintes et du module et des coûts personnels sur la base d'un binôme PPH radiopharmacien d'1h30. On arrive à peu près à un coût de revient du MRP et synthèse à 650 € par patient. Ça, c'est évidemment, comme le disait Charles aussi, à mettre en regard avec l'activité Octreoscan où on avait un radiotraceur qui nous coûtait par patient à plus de 1 000 €. Et effectivement, avec aussi une cotation de l'acte qui est différente,
Aujourd'hui, alors ça va dépendre effectivement du nombre d'actes TEP que vous allez réaliser dans les unités. Nous, on a un coût moyenné de l'acte TEP qui est aux alentours de 700 €. Donc, on arrive à avoir en routine clinique quand même une activité qui est rentable, même en étant exhaustif, en intégrant nos coûts de maintenance et nos coûts de personnel. On a fonctionné un peu de la même manière avec le Gallium PSMA. Donc, on a évalué un coût de MRP par patient en intégrant le coût du PSMA, le coût des consommables utilisés pour la synthèse, des kits réactifs et des consommables utilisés pour les contrôles de qualité et le coût de revient du gallium par patient. On a un total par patient du coût du MRP qui est évalué à 355 €, auquel effectivement on va soustraire un remboursement d'ATU pour tomber à peu près à 250,49 €. Notre DIM en fait se base sur un arrêté prestation du 28 février 2020, l'article 8.3 qui nous permet en fait de facturer un GHS dans le cadre de l'activité Gallium PSMA, puisqu'il y a un alinéa qui permet de facturer ce GHS à partir du moment où on administre un médicament de la réserve hospitalière. On va associer à ce coût du MRP des coûts de maintenance qui sont un petit peu plus élevés puisqu'on va ajouter le coût de maintenance de l'HPLC et du lecteur d'endotoxine et un coût de personnel aussi un petit peu plus élevé puisqu'on est parti sur une base de 2 heures. Là, ça nous fait un coût total en fait qui va être aux alentours de 350 €. Donc là aussi, c'est avec nos chiffres à nous, notre activité et nos cotations d'actes TEP, mais on retombe sur une activité pour l'instant dans le cadre de l'ATU qui est rentable. Évidemment, quand on va parler du Gallium PSMA en kit froid, on rebasculera vers des chiffres qui sont un petit peu plus ce qu'on peut avoir avec le SomaKit actuellement. En conclusion, évidemment que l'activité Gallium, elle représente un certain investissement, des investissements en termes de locaux, d'équipements, mais aussi en termes de personnel. Il faut du temps pour rédiger ces DME et du temps aussi en routine clinique. Ce qui est bien, c'est de pouvoir prévoir une analyse des coûts, mais sur plusieurs années, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a vu aussi dans la présentation de Charles, mais nous, on n'avait pas cette activité dès la première année, donc il a fallu aussi se projeter avec nos directions sur des années ultérieures pour justifier la rentabilité de l'activité. Ces synthèses, elles sont très fiables et ça nous permet vraiment d'apporter une souplesse et une adaptation auprès du service de médecine nucléaire. Et je reviendrai aussi sur ça, mais Charles en a parlé. L'organisation optimale, elle peut se faire si on a une collaboration étroite entre la radiopharmacie et le service de médecine nucléaire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'activité Gallium, c'est l'exemple parfait de l'implication des radiopharmaciens dans les services de médecine nucléaire et de l'intérêt que l'on puisse avancer ensemble. Pour les perspectives, si on veut gagner un petit peu du temps, Charles, tu en as déjà beaucoup parlé. Je pense que le professeur Herman va bien y revenir dessus. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà. Merci Marion. Il y a quelques questions techniques. Je te les pose. Quel est l'équipement permettant de mesurer l'activité volumique du... Alors, c'est pas vraiment un équipement. Là, c'était plutôt du système D, mais bon, ça a été évalué comme ça dans le cadre de nos DME de la NSM. C'est-à-dire que du coup, on a pris pour chaque lot un seul manipulateur prélevé exactement avec une seringue de 1 ml, 0,1 ml d'activité. Et ça, on le fait à T1 heure, T2 heures, T3 heures post-synthèse. Et on estimait qu'en utilisant le même manipulateur, on sortait le biais lié à la manipulation et on essayait, en fait, corrigé de décroissance, d'avoir la même activité volumique. En soi, ça doit juste nous permettre qu'il n'y ait pas d'absorption contenant-contenu au cours, après la synthèse, en fait, et d'évaluer la stabilité de la solution dans les flacons en verre. Nous, on utilise des flacons qui sont nos flacons d'élution avec des certificats d'analyse qui sont poussés. Donc, on n'aurait même pas besoin, en fait, de réaliser cette activité volumique, sauf que les experts de la NSM, c'est des choses sur lesquelles ils sont assez pointilleux. Nous, on l'avait pas adressé dans notre dernier DME et on s'est fait retoquer. Et donc, on a fini quand même aussi par adresser nos activités volumiques. Mais après, voilà, faut bien se dire que c'est pas une méthode hyper précise. Il y a des biais qui sont liés à la méthode, en fait, d'évaluation de ces activités volumiques. Malgré tout, si on avait une vraie absorption à un moment donné, comme on peut avoir parfois avec certaines trousses Messier, ça nous permettrait de la rendre visible. Donc là, voilà, c'est juste de dire qu'il n'y a pas d'absorption. Est-ce que l'HPLC est obligatoire pour du PSMA actuellement?
Alors ça, c'est compliqué. En fait, avant la présentation, je voulais renvoyer un mail à Madame Cheval pour m'assurer de la réponse. Nous, en toute franchise, à partir du moment où on est sur des médicaments radiopharmaceutiques expérimentaux pour lesquels, en fait, seul le peptide est en ATU, il faut qu'on puisse justifier, nous, de nos capacités à pouvoir synthétiser le produit et le contrôler correctement. Je ne suis pas sûre que la NSM ait accepté aujourd'hui des DME sans HPLC, avec un simple contrôle de qualité de la pureté radiochimique en CCM. Je sais que c'est un peu, c'est toujours la question un peu compliquée parce qu'on a des méthodes CCM qui nous permettent vraiment d'évaluer les PRC et c'est ce qu'on fait en routine clinique avec le SOMAKIT. Mais voilà, il me semble que quand même l'HPLC reste un prérequis à la rédaction des DME et dans tous les cas, si on a envie de s'investir aussi sur d'autres traceurs, je pense que c'est un équipement qui est un peu incontournable. Ok. Une dernière question, l'activité molaire, excusez-moi, obtenue avec un générateur avec un marquage soit de SOMAKIT, soit de PSMA. L'activité molaire, ouais. On est plutôt sur des nanomoles pour le PSMA. Pour le SOMAKIT, j'avoue que je ne l'ai jamais vraiment évalué, mais je pense qu'on doit être à peu près sur les mêmes constantes. D'accord, ok. Merci Marion. And to finish the webinar with Professor Kellerman. And thank you, Professor. Thank you very much for the kind introduction. And I'm very happy and pleased after these two wonderful presentations to add some color from my own experience. So the title is pretty clear. So first of all, my disclosures according to EANM. And I structured my talk into three parts. So first of all, very quickly to highlight again the concept of thernostic twins, because I think this is a base for the future and also why I believe that gallium-labeled compounds are going to stay with us for quite a long time. Then I will very quickly highlight the PSMA again as a role model, because there I think we can learn a lot how we translate all the other new PET tracers. And then the third one, I think this is the most interesting part, to look a little bit what other tracers beyond PSMA will come into the clinic being labeled with gallium-68. So the thernostic concept obviously it's quite famous, not only because of the VISION trial and the recent interview by the CEO of Novartis, but overall the idea to really target very specific ligands which are either selectively overexpressed or at least much higher expressed by tumor than by physiological tissues is a concept which has been around for quite some time. The somatostatin receptor, as also shown by the two previous presentations, was like the first real thernostic concept. The prostate-specific membrane antigen is now the second big target. Overall, the concept is very simple. You only have to identify a ligand which binds with a very high affinity to the target, and then all we need to do is to connect it to either gallium or for a therapeutic radionuclide, for example, as an example here, lutetium-177. Obviously, this thernostic twin concept is not uniquely for gallium. It also technically works with fluorine, but we all know when we develop something very early on, from the radiochemistry point of view, it's much more simple to replace lutetium with gallium or vice versa. Overall, the concept of thernostic twins, I think, is now being exploited. We have seen this with PSMA, but we also see now a lot of new other compounds coming into the clinical into the clinical routine, and I think this is absolutely exciting. Why do we talk so much about PSMA? And I want to quickly start off with the whole concept of that we really, for first time, can see what we treat. This is, I think, completely different from, for example, just chemotherapy or even immuno-oncology, where we don't really know where we treat the patients. This is now a summary of all different PSMA tracers, starting on the far left with two PSMA tracers. One of them was previously already mentioned by Dr. Malin, but also PSMA-INT, and then on the right side for fluor-18 labeled tracers. Overall, when we look at the biodistribution, they look very similar. Overall, very little background uptake. The ones on the left, as you can see here, are mainly excreted via the kidneys. And that's why we also see quite a lot of activity in the corresponding urinary bladder. In contrast, on the right side, two fluor-18 labeled tracers, which are mainly excreted
via the gastrointestinal system, and obviously then less uptake in the bladder, which according to some of the studies might provide some added value where we talk about local recurrence. Overall, and that's why also the red surrounding the gallium PSMA-11 for now remains the workhorse for imaging prostate cancer patients with PSMA PET. And just looking at the whole number of different tracers, and I'm pretty sure that I probably even forgot still a few, you can see that there are a lot of different numbers, a lot of different radionuclides, also different features. Some of them are IP protected, some have different vendors in Europe and compared to the US. But the two, which I believe are the ones we really should be aware of, are the one, the PSMA-11, the gallium PSMA-11, and also the PYL. And yeah, why do I mention those two? So first of all, both of them are already FDA approved. The PYL was recently FDA approved. The PSMA-11 was academically approved by UCLA and UCSF, pretty much based on the study which Dr. Malin showed before. And also both of them, I think, will be very quickly available and also hopefully approved in Europe. And I think one of the highlights is obviously that there will be a number of different kits available also in Europe to secure the production on site. Obviously, the advantage of a Flu 18 labeled compound is that it can be also distributed via radiopharmacies. We have previously discussed a little bit when do we really use PSMA PET, and I want to quickly highlight the EAU guideline. This is really brand new. This was just recently updated 2 weeks ago. While preparing for this talk, I actually had to change my slides because there's something new which I will show to you in a few minutes. The most important indication, and this Dr. Malin already mentioned clearly, is obviously the detection of biochemical recurrence. Also, and this is something I want to quickly highlight because in the end, it's something we need to be aware of. What are the real indications where the EU guidelines incorporate PSMA PET? Here, it clearly says that it's in patients who had initially in radical prostatectomy, PSMA PET can be done if the PSA recurrence is greater than 0.2, and I think this is very important, if the results potentially influence the subsequent treatment decision. For PSA recurrence after radiotherapy, their definition is obviously a little bit different, but there the recommendation is perform PSMA PET-CT, or also in this time even named fluciclovine PET-CT or choline PET-CT in patients who are fit for curative salvage treatment. This is nothing new. This has been around for at least 2 years. It's very solid because it was the first time that our techniques were really solidly incorporated in the EU guidelines. Very new. This is just appeared actually last month. Is that not based on the pro-PSMA data? For the first time, PSMA PET is also included for primary staging. However, when we look on how they conclude the summary of evidence, it is PSMA PET-CT is more accurate for staging than CT and bone scan, but to date, no outcome data exists to inform subsequent management. So it's incorporated, but it's a rather weak recommendation. Nevertheless, I think it's really promising. And as already mentioned, this all dates back from this beautiful study published in The Lancet from Michael Hoffman and co-workers, where they compared PSMA PET in a randomized prospective fashion to CT and bone scan. Both patients received both imaging tests. They had only the randomization if they had first the CT and bone scan and then the PSMA PET, or vice versa. In summary, and I think without spending too much time, just looking at the overall performance, sensitivity and specificity, blue is conventional imaging, red is PSMA PET-CT. You can see that mainly, if you look at the sensitivity, PSMA PET really outperforms CT. And it doesn't really matter if it's the primary analysis, if it's under any metastatic disease, if it's pelvic nodal or distal metastasis. And also, and I'm not showing this for due to the time constraints, also very important, PSMA PET-CT had a significant impact on the treatment decisions. So the treatment decisions were significantly impacted by the additional information provided by PSMA PET. And this was actually independent if the PSMA PET was performed first and then conventional imaging, or if the PSMA PET was performed after conventional imaging. So there is significant added value in PSMA PET, even in high-risk prostate cancer primary staging.
Now, where do we use on a daily basis in Essen PSMA PET? And this is a history of a patient. Obviously, in the beginning, we do now use a PSMA PET in high-risk patients for primary staging. We do use PSMA PET in actually patients who underwent primary therapy, but they have PSA persistence. This, by the way, is at least also in the German guidelines incorporated as a very important indication. Then we do use PSMA PET, and this is actually number-wise still the highest reason for referral is in case of biochemical recurrence, both after primary surgery, but also after primary radiotherapy. And then something which we obviously use quite often is the PSMA PET for confirmation of the PSMA target expression prior to PSMA-directed radioligand therapy. And also, I don't know who followed of you the presentation at ASCO of the VISION trial. There was a lot of discussion between oncologists if it makes sense to perform the PSMA PET. I just want to highlight that certain % of the patients were excluded based on the PSMA PET for PSMA radioligand therapy. And when we talk about personalized therapy, and we exclude certain %, I think, and this is something as nuclear medicine community, we should emphasize that the PSMA PET is really necessary and mandatory in patients prior to PSMA radioligand therapy. Now in the third part, I want to have a look into what new gallium tracers can be expected. The first one is the one which has been mentioned, been available quite a lot. Obviously, the gallium-labeled family with DOTATOC, DOTATATE, and DOTANOC. And one of the reasons I don't want to spend much time here is obviously that we can only select patients undergoing DOTATATE or DOTATOC therapy, but also to perform response assessment in these patients. So there, at least in our institution, it's completely clinically established. We do 400 to 500 PET scans just with gallium DOTATATE or DOTATOC per year. Now, a second one, very interesting new tracer is the FAPI. FAP stands for the fibroblast activated protein. It's a development initially triggered from Uwe Haberkorn's lab in Heidelberg. The interesting part is that FAP is not only expressed directly on tumor cells, but also partially in the tumor stroma. It's a stroma marker. This is now actually an example where FAP is mainly expressed directly on the tumor cell itself. It's a patient with myofibroblastic sarcoma, a G2 of the left tumor, of the left femur. Here, comparison the FDG compared to the FAP scan. The primary tumor can be seen on both, obviously maybe a little bit more pronounced on the FAP scan. The scans were either performed within 1 day or maybe sometimes even the same day. However, when we look at the corresponding lung nodules, it becomes very obvious that this patient here has significantly more FAP-avid lesions than he has FDG-avid lesions. And also interesting, because when we talk about FAP and FAP expression, obviously we still have in mind the theranostic twin concept, where we should also discuss using FAP as a target for radioligand therapy. And in this case, obviously it matters how high is the semi-quantitative uptake. And just for comparison, the primary tumor here, the SU max was almost 19 for FDG and as high as 37 for FAP. Now, there's a lot of data, and obviously it's still very immature to draw any conclusions. We have done now more than 300 patients undergoing FAPI-PET. Some of them have been already also been published, but mainly our focus was initially actually on oncology. However, as you know, oncological patients have a previous history, and when we look in the database of more than 300 patients, we also had a couple of patients who had a previous history of myocardial infarction. The reason I'm mentioning it is because, interestingly, FAP seems to play a role not only as an oncological imaging target, but also potentially for cardiac imaging or rheumatized imaging. And this is now an example of a patient who had papillary thyroid cancer. We included him to investigate him on FAPI-PET. And as you can see very nicely here, already in the maximum intensity projection, that there's an increased uptake in the heart. And we looked into the story of the patient. Actually, it's a patient who was actually very familiar with our cardiology department, as you can see here, because he had a previous myocardial infarction. And we were very impressed that we could very nicely actually identify the area of scar tissue in the heart. So overall, we believe that FAP might even play a quite interesting prognostic role in patients experiencing any kind of cardiac infarction.
Also previously mentioned, another interesting target which has been around for a little bit is the chemokine receptor 4. The corresponding ligand in this case is Pentixafor. It's interesting because there's already CXCR4-directed treatment available, AMD 3100. And the group from Hans-Jürgen Wester actually were able to use Pentixafor and connect it to gallium-68. The first patients we imaged with gallium Pentixafor were multiple myeloma patients. This is one of the very early patients we imaged. On the right side, the FDG PET scan. On the left side, the corresponding Pentixafor PET scan, again gallium labeled. And you can see nicely here that indeed some of the FDG-avid lesions can also be seen on the Pentixafor PET, but we can just from looking at the MIPS identify a significant higher number of lesions, multiple myeloma manifestations, and this also becomes more obvious if you look at the side-by-side comparison of the transaxial images. Now, one question is what we see does not necessarily have to be obviously CXCR4 expression, and the next thing is we wanted to know what cells do really express CXCR4, and this is previous work from our group where we showed that indeed the cells which express CXCR4 are CD138 positive cells, which again is a very well-known plasma cell marker. In summary, and I think this is something we really want to transport to you, is that gallium-labeled PET tracers are definitely here to stay. So even if, for example, eventually in a few years, there will be so much fluorine-labeled PSMA available, I still believe that gallium is really important. We also believe that gallium is really important for all innovative new tracers. As an example, PSMA, DOTATOC, DOTATATE are already clinically established. We actually have for all of the manufacturing license, which is important for prospective clinical trials. There are a number of new tracers currently being clinically translated. I want to quickly highlight only here gallium FAPI46 and gallium Pentixafor. There are a couple other ones. There's a somatostatin receptor antagonist available. You also saw from Dr. Meller the tracer, which can be used for insulinoma. So overall, there is a lot of dynamic in this field. And I think, and this is something we also need to be aware of, that the beauty of gallium and the generator of gallium is that it's an excellent option for sites without a cyclotron. And also we do have a cyclotron, but our cyclotron is quite busy. So it actually is very helpful in complementing the way we make use of our cyclotron. Thank you very much for having me. Thank you, Professor Herrmann. Some question. The first question is how will I don't know if you use fluorine PSMA, but how will you choose to use gallium PSMA or fluorine PSMA? It's a clinical case. It's a cost. It's the different possibility. So we have both actually. We do have both, and we're not 100% happy yet with the. Please don't cite me, but I'm not 100% happy yet with the performance of the fluorine-labeled compound. We do see some, let's say, unspecific uptake in the bone. We're currently prospectively investigating this. It's too early to draw conclusions, but overall, there are a couple of reasons why we will definitely keep both. Obviously, from an economic perspective, it's quite beautiful to do one synthesis and then come up with 20 gigabecquerel, right? We will never have as much as for the gallium elution, but just as a comparison, we start our service at 7 o'clock. And if I want to have fluor-18 PSMA available at 7 o'clock, the radiochemist has to come in at 3:30. Dr. Tompier can comment on this, how much she would like to come in every day at 3:30. My team doesn't like it. So we like very much the opportunity to use the gallium generator and have at 7:45 the gallium PSMA available. The second thing where we still use gallium PSMA is for intraoperative guided surgery. So because we do Cherenkov imaging, and Cherenkov imaging apparently in gallium-68 is favorable compared to fluor-18. And the third thing is that what we like is the flexibility of the gallium generator, which can be eluted 4 times a day. And so we can really kind of manage the different synthesis.
Okay, thank you. And the other question, it's with the success of theranostic and with the theranostic couple, with research team continue to develop other radiopharmaceutical only for diagnostic. And it's not the way for a use of a diagnostic and a couple with theranostic or other possibility. It's difficult. We have no new the use only for diagnostic, but I think for the moment it's the possibility to use with therapy. It's the diagnostic with the service of therapy. So, I mean, there's definitely space for copper as well, right? And I think there are actually, honestly, I think there are different development steps. And obviously, one of the nice things of copper is it's even for imaging, it's a central manufacturing, right? Eventually, I think if you just look at the cost of goods, if I understand correctly, then and copper, the whole mechanism behind copper is superior to let's say gallium-68. For us, the experience with gallium-68 is much more profound. It's also because of obviously some people claim radiation might be an issue. The radiation dose is a little bit different. So I think that overall there's space for all three of them, fluorine, copper, and gallium. It will be maybe different niche applications. And regarding obviously also the development, for us, it's just when we have something new, like for example, a FAPI, for us and also for our regulatory authorities, it's the easiest to do this on gallium-68. And the moment we scale it up number-wise, because also for FAPI, I mean, we do like 6-7 FAPI scans a week right now, but we don't do like 20, right? And for us, it's like, I think for us, it's like when we have more than 10 per week, this is the time when we start thinking about fluorine labeled from the whole holistical point of view. If we have less than 10 per week, I think the gallium, if you do this let's say in a very efficient way, we sometimes have 4 or 5 patients from one single synthesis. So obviously you need 2 or 3 scanners at the same time, right, to start the process. But in the end, this for me, it's a logistics game. Okay, thank you very much, Professor Herrmann. Yes, maintenant le webinaire, ça fait un peu plus d'1 heure, donc on va mettre fin au webinaire. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Le replay sera prochainement disponible. Vous pourrez accéder et faire passer le replay. Je vous remercie. À bientôt.